Depuis toujours, l'humanité se pose une question qui traverse les siècles, qui défie la science et qui hante chaque être humain. Que devient la conscience après la mort? Lorsque le cœur s'arrête, lorsque le cerveau cesse toute activité, lorsque le silence s'installe, est-ce la fin, ou le début de quelque chose que nous ne comprenons pas encore? Des milliers de personnes à travers le monde affirment avoir franchi cette frontière. Elles parlent d'un tunnel, d'une lumière intense, d'une sensation de paix absolue. Certaines décrivent même avoir quitté leur corps. Hallucination, réaction chimique du cerveau, ou indice d'une réalité plus profonde? Aujourd'hui, nous allons explorer ce que la science sait, ce qu'elle ignore, et ce qu'elle n'ose peut-être pas encore admettre. Chapitre 1. Bienvenue dans ce voyage après la mort. La vie après la mort. Il est 2h17 du matin. La ville dort. Dans une chambre d'hôpital au 3e étage, la lumière blanche ne s'éteint jamais. Elle éclaire des murs sans âme, des rideaux immobiles, un corps allongé. Le moniteur cardiaque émet un son régulier. Bip, bip, bip. Puis le rythme change, plus rapide, plus irrégulier. Le personnel entre précipitamment. Une voix, on la perd. Le son devient continu. Un long signal plat. Silence mécanique. Le cœur vient de s'arrêter. Pendant que les médecins s'acharnent, que les mains compressent la poitrine, que l'électricité traverse le corps. Quelque chose d'autre, selon elle, se produit. Elle dit qu'au moment précis où le bruit est devenu continu, elle a ressenti un relâchement. Pas de douleur, pas de panique, un calme impossible à décrire. Puis une sensation étrange, comme si le poids de son corps disparaissait. Elle affirme s'être élevée, lentement, sans effort. Elle raconte avoir vu son propre corps, allongé, inerte. Elle entendait les médecins parler. Elle dira plus tard avoir retenu une phrase précise. Une phrase que personne ne lui a répétée. Puis tout devient sombre. Pas un noir effrayant, un noir profond, comme un espace sans limite. Et au loin, une lumière, pas aveuglante, pas agressive, une lumière vivante, chaleureuse, qui attire. Elle ne sent plus son identité habituelle, plus son âge, plus son histoire, seulement une présence, une sensation d'amour immense, puis des images, des souvenirs, toute sa vie, en quelques secondes, chaque action, chaque mot, chaque moment, pas jugé, simplement, revu. Chapitre 2. 3 minutes plus tard, son cœur repart. Pour les médecins, ce fut une réanimation réussie. Pour elle, ce fut une traversée. Ce type de récit n'est pas isolé. Un homme de 19 ans, victime d'un accident de voiture, décrit le même tunnel. Une infirmière à la retraite parle d'une présence lumineuse. Un enfant de 8 ans évoque une sensation de flotter au plafond. Ils ne se connaissent pas. Ils vivent sur des continents différents. Ils ont des cultures différentes, des croyances différentes. Et pourtant, les descriptions se ressemblent énormément. Dans les années 1970, le psychiatre Raymond Moody rassemble plus de 100 témoignages. Il ne cherchait pas à prouver l'au-delà. Il cherchait à comprendre. Et ce qu'il découvre le dérange. Car les récits suivent un schéma presque identique. Sortie du corps, tunnel, lumière, revue de vie, retour. Hasard? Conditionnement culturel? Ou expérience réelle? Des décennies plus tard, des équipes médicales tentent d'étudier le phénomène avec rigueur. Le docteur Sam Parnia lance des recherches en milieu hospitalier. Il installe des images en hauteur, invisibles depuis le sol. L'idée est simple. Si un patient en arrêt cardiaque affirme être sorti de son corps, peut-il décrire ce qu'il ne pouvait pas voir physiquement? Certaines réponses sont floues, d'autres troublantes. Aucune conclusion définitive, mais suffisamment d'éléments pour maintenir le mystère vivant. Pendant ce temps, les neurosciences observent autre chose. Des études suggèrent que dans les secondes suivant l'arrêt cardiaque, le cerveau pourrait produire un pic d'activité intense. Comme un dernier sursaut, une tempête électrique. Est-ce cette tempête qui crée les visions? Ou bien, est-ce le cerveau qui tente d'expliquer quelque chose qu'il ne contrôle plus? Depuis toujours, l'humanité raconte des histoires sur l'après. Les Égyptiens parlaient de voyage vers l'au-delà. Les Grecs imaginaient le Styx. Les traditions orientales évoquent la réincarnation. La science moderne, elle, hésite. Elle mesure, elle teste, mais elle n'affirme pas. Et au centre de tout cela, il y a nous, notre peur de disparaître, notre besoin de comprendre, notre incapacité à accepter le néant. Car cette question n'est pas philosophique. Elle est viscérale. Chaque battement de cœur nous rapproche d'elle. Chaque respiration nous rappelle que le temps est compté. Alors la question devient inévitable. Que se passe-t-il lorsque le dernier bip retentit? Quand l'activité électrique cesse? Quand les yeux se ferment pour la dernière fois? Sommes-nous simplement un ensemble de neurones qui s'éteint? Ou quelque chose continue-t-il ailleurs? Ce documentaire ne promet pas de réponse absolue. Il explore les témoignages. Il confronte la science. Il questionne nos certitudes. Et peut-être que ce que nous allons découvrir changera votre manière de voir la vie. Parce que parfois, comprendre la mort, c'est comprendre comment vivre. Chapitre 3. Les premiers récits qui ont troublé la science. Pendant longtemps, ces histoires restaient murmurées. On n'osait pas les raconter. Par peur d'être pris pour fou. Par peur d'être ridiculisé. Par peur que la science rejette tout en bloc. Mais dans les années 1970, quelque chose change. Un jeune psychiatre américain, Raymond Moody, commence à entendre les mêmes récits.
Encore et encore, des patients revenus d'un arrêt cardiaque. Des accidentés, des personnes déclarées cliniquement mortes pendant quelques minutes. Tous racontent quelque chose d'étrange. Moody ne cherche pas à prouver l'existence d'un au-delà. Il cherche un point commun. Et très vite, un schéma apparaît. Le premier témoignage, une femme d'une quarantaine d'années. Arrêt cardiaque pendant une opération. Elle raconte que tout est devenu silencieux. Pas le silence d'une pièce vide. Un silence total, puis une sensation de flotter. Elle ne voit plus à travers ses yeux. Elle observe la scène d'en haut. Elle décrit la couleur des instruments, les gestes précis du chirurgien, même une conversation entre deux infirmières. Quand elle se réveille, elle répète mot pour mot une phrase prononcée pendant qu'elle était inconsciente. Comment? Moody commence à collecter les récits. 10, 20, 50. Plus il en recueille, plus les similitudes deviennent troublantes. Le schéma récurrent, une sensation de paix immédiate. La sortie du corps, un tunnel ou un passage sombre. Une lumière intense, une rencontre, une revue complète de la vie. Un choix, ou une obligation de revenir. Ce modèle revient sans cesse. Indépendamment des croyances, un athée décrit la lumière sans référence religieuse. Un chrétien y voit une présence divine. Un enfant parle simplement d'une lumière gentille. Les mots changent, la structure reste. Le cas qui a fait basculer Moody. Un homme victime d'un arrêt cardiaque pendant 4 minutes. Durant cette période, aucune activité consciente détectable. À son réveil, il décrit une scène précise. Il affirme avoir vu une chaussure posée sur un rebord de fenêtre à l'extérieur du bâtiment. Une chaussure bleue, usée, personne ne comprend. Une infirmière décide de vérifier. Elle sort, lève les yeux, la chaussure est là, invisible depuis la chambre. Ce type de récit va marquer les esprits et créer un clivage. Chapitre 4. La communauté scientifique réagit. Certains accusent Moody d'interpréter trop vite. D'autres considèrent ces récits comme des hallucinations liées au manque d'oxygène. Mais un problème subsiste. Les témoignages sont cohérents, organisés, structurés, pas chaotiques comme un rêve. Et surtout, les personnes qui vivent ces expériences reviennent transformées. Les transformations après l'expérience. Moody remarque autre chose. Les revenants changent profondément. Ils ont moins peur de la mort. Ils deviennent plus empathiques, plus altruistes, moins matérialistes. Certains disent même ne plus se reconnaître. Comme si l'expérience avait redéfini leur rapport à l'existence. Pourquoi une simple hallucination provoquerait-elle un tel bouleversement durable? Un enfant de 8 ans. Un cas particulièrement troublant. Un garçon de 8 ans, victime d'une noyade. Il est réanimé après plusieurs minutes sans respiration. Plus tard, il raconte à ses parents, « J'ai vu grand-père. Il m'a dit que ce n'était pas le moment. » Le problème? Son grand-père est décédé avant sa naissance. L'enfant ne l'a jamais connu. Et pourtant, il décrit précisément une cicatrice que seul le père connaissait. Coïncidence? Construction mentale inconsciente? Ou autre chose? Le tournant. Les travaux de Moody sont publiés. Le terme « expérience de mort imminente » entre dans le débat public. Les médias s'emparent du sujet. Les témoignages affluent du monde entier. Mais la question reste entière, ces récits prouvent-ils quelque chose? Ou révèlent-ils simplement la capacité incroyable du cerveau à créer du sens dans l'instant le plus critique? Et c'est ici que le mystère s'épaissit. Car plus les témoignages s'accumulent, plus la science réalise qu'elle ne peut ni confirmer, ni rejeter définitivement le phénomène. Le doute s'installe, et avec lui, une nouvelle étape. Car si ces récits sont réels, alors la conscience ne s'arrête peut-être pas avec le cœur. Mais si tout cela n'est qu'un mécanisme cérébral, alors le cerveau est capable, dans ces derniers instants, de produire l'illusion la plus puissante jamais vécue. Et une question commence à émerger, que se passe-t-il réellement dans le cerveau? Au moment exact où la vie bascule? Chapitre 5. Quand la science décide de tester l'impossible. Pendant des années, les récits s'accumulent. Des milliers, trop nombreux pour être ignorés, trop étranges pour être acceptés sans preuve. La science n'aime pas les mystères. Elle les dissèque, elle les mesure, elle les teste, et c'est exactement ce qu'elle va tenter de faire. L'idée qui dérange, si les personnes en arrêt cardiaque affirment sortir de leur corps, alors on peut vérifier, soit c'est une illusion, soit c'est une perception réelle. Il n'y a que 2 options. C'est là qu'intervient le docteur Sam Parnia, médecin spécialisé en réanimation. Il pose une question simple. Peut-on démontrer qu'une personne cliniquement morte perçoit encore son environnement? Le protocole AWARE. L'étude est lancée dans plusieurs hôpitaux. Non, AWARE. Des images sont placées en hauteur, sur des étagères invisibles depuis le sol. Des symboles, des dessins, des objets, si un patient en arrêt cardiaque affirme être sorti de son corps. Il devrait être capable de les décrire. C'est un test direct, sans interprétation, sans symbolisme. Soit il voit, soit il ne voit pas. Le moment critique. Lors d'un arrêt cardiaque, le cerveau cesse d'être irrigué. En quelques secondes, l'activité électrique chute. En théorie, la conscience disparaît. Mais certains patients réanimés racontent avoir entendu des conversations précises. Des détails techniques, des gestes. Dans un cas rapporté, un patient décrit la séquence exacte des chocs électriques utilisés pour le réanimer. Or, selon les enregistrements médicaux, son cœur était arrêté, et l'activité cérébrale mesurable inexistante. Comment peut-on enregistrer une mémoire, si le cerveau est inactif?
Les résultats. Les études ne confirment pas clairement une sortie du corps, mais elles révèlent quelque chose d'inattendu. Certains patients rapportent des perceptions auditives exactes, correspondant à des événements survenus pendant leur arrêt cardiaque. Ce n'est pas une preuve de vie après la mort, mais ce n'est pas non plus explicable facilement. La science se retrouve dans une zone grise, le cerveau au bord du silence. Parallèlement, d'autres chercheurs observent le cerveau au moment de la mort. Des études sur des patients en soins intensifs montrent parfois un pic d'ondes gamma. Juste avant l'arrêt complet, les ondes gamma sont associées à la conscience élevée, à la mémoire, à l'intégration d'informations complexes. Pourquoi le cerveau produirait-il un pic d'activité au moment où il est censé s'éteindre? Certains parlent d'un dernier feu d'artifice neuronal. D'autres suggèrent que ce phénomène pourrait expliquer les visions. Mais ce pic ne dure que quelques secondes. Or, beaucoup de témoignages décrivent des expériences longues, structurées, avec une narration cohérente. Pas quelques secondes confuses. Le problème du temps. Beaucoup de survivants racontent que leur expérience semblait durer des heures. Pourtant, médicalement, leur arrêt cardiaque n'a duré que quelques minutes. Le temps subjectif s'étire, se dilate, comme dans certains rêves, ou dans des situations extrêmes. Le cerveau est-il capable de compresser une expérience entière en quelques secondes d'activité résiduelle? Peut-être, mais aucune étude ne l'a démontré clairement. Le témoignage qui trouble. Un patient britannique, inclus dans une étude dirigée par Sam Parnia, affirme avoir observé la scène depuis un coin de la pièce. Il décrit le personnel médical, les gestes, un appareil produisant un son spécifique toutes les 3 minutes. Les dossiers médicaux confirment qu'un appareil émettait bien ce signal. Le patient était cliniquement mort pendant cette période. Coïncidence? Reconstruction a posteriori? Mémoire fabriquée après le réveil? Les chercheurs eux-mêmes restent prudents. Mais le doute persiste. La limite actuelle. La science moderne peut mesurer l'activité électrique, la pression sanguine, les réactions chimiques, mais elle ne peut pas mesurer directement la conscience. Elle observe ces corrélats, pas son essence, et c'est là que le débat devient philosophique. La conscience est-elle un produit du cerveau? Ou le cerveau est-il un récepteur? Si le cerveau est un générateur, alors quand il s'éteint, tout s'éteint. Mais s'il est un récepteur, alors la question devient vertigineuse. Un tournant silencieux. Aujourd'hui, les chercheurs ne parlent plus ouvertement de « vie après la mort ». Mais ils ne rejettent plus catégoriquement les expériences de mort imminente. Le discours a changé, il est devenu plus prudent, plus ouvert, parce que malgré les avancées technologiques, le moment exact de la mort reste un territoire partiellement inconnu. Chapitre 6. Et c'est ici que le mystère devient encore plus profond. Car si la science peine à expliquer complètement ces récits, peut-être faut-il explorer une autre dimension du problème. Le cerveau humain face à l'extrême. Que se passe-t-il réellement? Dans ces dernières secondes, est-ce une illusion magnifiée par la peur? Ou l'ouverture d'une porte que nous ne comprenons pas encore? Le cerveau face à la mort, illusion biologique ou phénomène inexpliqué? La mort n'est pas un interrupteur. Ce n'est pas allumé, puis éteint. C'est un processus, progressif, complexe, violent. Quand le cœur s'arrête, le cerveau ne meurt pas instantanément. Il commence à manquer d'oxygène. Et c'est là que tout devient fascinant. Les 10 premières secondes, dès l'arrêt cardiaque, le flux sanguin vers le cerveau chute brutalement. Environ 20% de l'oxygène total du corps est consommé par le cerveau. Sans oxygène, les neurones commencent à dysfonctionner. Mais pendant quelques secondes, l'activité électrique persiste. Certains chercheurs ont observé une désorganisation brutale des signaux cérébraux, comme si le cerveau passait d'un état structuré à un état chaotique. Ce chaos pourrait-il générer des visions? Le phénomène des ondes gamma. Des études menées sur des patients en soins intensifs ont révélé quelque chose d'étrange. Juste avant l'arrêt complet de l'activité cérébrale, on observe parfois une augmentation des ondes gamma. Les ondes gamma sont associées à la conscience élevée, l'intégration sensorielle, les souvenirs autobiographiques, les états méditatifs profonds. Pourquoi le cerveau produirait-il un pic d'activité associé à la conscience au moment où il est censé s'éteindre? Certains neuroscientifiques parlent d'un dernier sursaut, un mécanisme de survie extrême, une tentative désespérée de rétablir l'équilibre. Mais ce pic est bref, très bref, quelques dizaines de secondes au maximum. Le problème de la cohérence. Les expériences de mort imminente ne ressemblent pas à des crises chaotiques. Elles sont structurées, narratives, logiques. Les personnes décrivent une progression, sortie du corps, tunnel, lumière, rencontre, retour. Or, lors d'un manque d'oxygène sévère, le cerveau produit généralement confusion, perte de mémoire, désorganisation cognitive. Pourquoi ces expériences seraient-elles si organisées? L'hypothèse chimique. Face à la mort, le cerveau libère une cascade de neurotransmetteurs. Adrénaline, endorphine, glutamate. Certains chercheurs évoquent aussi la possibilité d'une libération massive de DMT, une molécule naturellement présente dans le cerveau. Le DMT est connu pour provoquer sensation de sortie du corps, perception de lumière intense, impression de rencontre avec une entité. Mais voici le problème, aucune étude humaine n'a prouvé une libération massive de DMT au moment de la mort. C'est une hypothèse, rien de plus.
Les hallucinations par hypoxie. Les pilotes de chasse exposés à un manque d'oxygène décrivent parfois vision tunnel. Perte progressive du champ visuel. Sensation d'irréalité. Chapitre 7. Cela ressemble au récit d'Amy, mais il y a une différence importante. Les pilotes décrivent confusion et désorientation. Les survivants d'Amy décrivent clarté et lucidité extrême. Certains disent même, c'était plus réel que la réalité. Comment un cerveau en train de mourir pourrait-il produire une lucidité accrue? Le paradoxe de la mémoire. Beaucoup de patients se souviennent précisément de leur expérience. Or, pour encoder un souvenir, le cerveau doit être fonctionnel. Si l'activité cérébrale est absente, comment la mémoire se forme-t-elle? Deux hypothèses. Touche 1, l'expérience se produit juste avant la perte totale d'activité. Touche 2, elle se produit au moment du réveil, et le cerveau la reconstruit. Mais aucune des deux ne répond complètement au problème de la précision temporelle rapporté par certains patients. Les études animales, des recherches sur des rats ont montré qu'après un arrêt cardiaque induit, le cerveau présente une augmentation transitoire de cohérence neuronale. Une synchronisation inhabituelle. Certains y voient un équivalent possible de l'expérience humaine. Mais extrapoler du rat à la conscience humaine est risqué. La conscience humaine est infiniment plus complexe. La question centrale, la science peut expliquer, la lumière tunnel flèche vers la droite constriction du champ visuel. La paix intense flèche vers la droite libération d'endorphines. La revue de vie flèche vers la droite activation de circuits mnésiques. Mais peut-elle expliquer les perceptions vérifiées pendant l'inconscience? Les transformations durables de personnalité? La cohérence universelle des récits? Pas complètement, pas encore. Le mur scientifique. Il existe une limite fondamentale. La conscience n'a pas d'unité de mesure. On peut mesurer l'électricité, on peut mesurer le flux sanguin, mais on ne peut pas mesurer directement l'expérience subjective. On observe les corrélations, pas l'expérience elle-même. C'est ce qu'on appelle le problème difficile de la conscience. Comment une activité électrique produit-elle une expérience vécue? Personne ne le sait, et c'est ici que le débat devient presque vertigineux. Si la conscience est entièrement produite par le cerveau, alors les émis sont des illusions biologiques extrêmement sophistiquées. Mais si la conscience est plus fondamentale, alors le cerveau pourrait ne pas être la source. Peut-être seulement une interface, une hypothèse controversée, mais débattue sérieusement dans certains cercles académiques. Intensification finale du chapitre. Imagine, un cerveau privé d'oxygène, des signaux électriques chaotiques, une tempête chimique, et pourtant, une personne vit ce qu'elle décrit comme l'expérience la plus claire, la plus réelle de toute son existence. Ce contraste est le cœur du mystère. Plus la science avance, plus la frontière devient floue, et nous nous retrouvons face à une possibilité troublante. Soit le cerveau est capable de créer l'illusion la plus puissante imaginable dans ses derniers instants. Soit nous ne comprenons pas encore ce qu'est réellement la conscience. Transition, si le cerveau n'explique pas tout, alors faut-il envisager que la conscience dépasse le corps? Et si oui, quelle théorie ose aborder cette possibilité? Chapitre 8. Conscience, physique et les frontières de l'inexpliqué. Depuis des siècles, l'humanité se demande, la conscience se limite-t-elle au cerveau? Ou est-elle un phénomène plus fondamental, universel? Pour le comprendre, il faut quitter les blocs opératoires, oublier les EEG et les monitoring, et regarder l'univers lui-même, la conscience comme phénomène fondamental. Certains physiciens et philosophes contemporains avancent une idée radicale. Et si la conscience n'était pas produite par le cerveau, mais plutôt réceptrice ou interfacée par lui? Selon cette hypothèse, la conscience serait un champ fondamental, comme l'espace, le temps ou la gravité. Le cerveau, lui, agirait comme un terminal, un instrument sensible capable de la percevoir, mais pas de la créer. Les expériences de la physique quantique. Dans le monde subatomique, les particules semblent observer leur environnement avant de choisir leur état. Le fameux principe d'incertitude et l'expérience de la double fente montrent que la conscience pourrait jouer un rôle dans la manifestation de la réalité. Certains scientifiques théorisent que si la conscience est fondamentale, alors la mort n'est pas une fin définitive. Elle serait une transition vers un état que nous ne comprenons pas encore. Les émis et la physique moderne. Revenons aux expériences de mort imminente. Si la conscience n'est pas strictement liée au cerveau, alors les perceptions pendant l'arrêt cardiaque, la sortie du corps, la lumière, les rencontres, pourraient s'expliquer autrement, pas comme hallucination, pas comme illusion, mais comme accès à un niveau de réalité encore invisible. Témoignages et mathématiques. Certains patients décrivent des sensations de flottement, de lumière pure, d'unité avec l'univers. Physiquement, cela semble impossible. Mais ces récits ressemblent à ce que des chercheurs en physique théorique appellent l'entanglement cosmique. La connexion simultanée de tous les éléments de l'univers à travers un état non local. Cela reste spéculatif, mais le parallèle est troublant. La conscience et le temps. Lors d'une émie, le temps paraît souvent dilaté. Minutes deviennent heures deviennent instants. Or, selon la relativité et certaines théories de la physique quantique, le temps n'est pas absolu.
il peut se courber, il peut se dilater, il peut même, dans certaines conditions extrêmes, s'arrêter. La conscience humaine pourrait-elle percevoir cette dilatation, cette distorsion, au moment où le cerveau est éteint? C'est une piste que les neuroscientifiques et physiciens explorent timidement, mais qui fascine profondément, la fusion science et expérience humaine. Dans ce chapitre, nous voyons la rencontre de deux mondes, touche 1 la médecine et la neurologie qui mesurent le corps et le cerveau. Touche 2 la physique et la philosophie qui interrogent l'univers et la conscience. Entre les deux, un espace flou, un espace où les expériences humaines dépassent les instruments, où le récit prime sur l'explication, où le mystère reste intact. Chapitre 9 et fin. Le paradoxe final. Si le cerveau est uniquement un organe biologique, alors tout s'explique par chimie et électricité. Mais si la conscience est plus grande que le cerveau, alors la mort pourrait ne jamais être une fin. Et chaque témoignage d'émis devient une fenêtre. Une fenêtre sur quelque chose que la science n'ose pas encore nommer. La conscience et l'éternité, c'est eux que nous dit l'inexpliqué. Le voyage touche à sa fin, mais la question la plus profonde reste, que devient la conscience après la mort? Nous avons vu des témoignages. Nous avons vu la science. Nous avons vu la physique et la philosophie. Et pourtant, le mystère persiste, la conscience comme phénomène universel. Si l'on accepte l'hypothèse que la conscience n'est pas un simple produit du cerveau, alors la mort n'est plus une fin absolue. Certains scientifiques parlent de conscience non locale, une conscience qui existerait au-delà du temps et de l'espace. Des expériences récentes sur l'entanglement quantique suggèrent que tout dans l'univers est connecté. Peut-être que la conscience humaine n'échappe pas à cette logique. Témoignages extrêmes. Des patients revenant d'émis racontent parfois avoir rencontré des êtres qu'ils considèrent au-delà de ce monde. Avoir perçu des événements futurs ou des informations qu'ils ne pouvaient pas connaître. Ressenti une unité complète avec l'univers, une perception qui dépasse les mots. Ces récits défient la compréhension neurologique classique. Cas d'un scientifique témoin. Un neurochirurgien témoigne: j'ai observé un patient cliniquement mort pendant plusieurs minutes. Il a décrit une scène précise de la salle. Détail que personne ne pensait qu'il pouvait percevoir. J'étais sceptique, et pourtant, j'ai dû admettre qu'il savait des choses qu'il ne pouvait pas savoir. Implication philosophique. Si la conscience peut survivre à l'arrêt du cerveau, que devient l'identité? Que devient notre expérience subjective? La mort n'est plus la fin, mais une transition. Et cette transition pourrait ne pas être un hasard biologique, mais un processus universel encore invisible pour nos instruments. L'effet sur ceux qui reviennent. Les survivants rapportent des transformations profondes. Moins de peur de la mort. Une plus grande empathie. Une appréciation intense de la vie. Certains scientifiques suggèrent que l'expérience modifie les circuits neurologiques de manière durable, mais le phénomène exact reste inconnu. La science face au mystère. Même avec les technologies les plus avancées, IRM, EEG, monitorage cardiaque, étude des neurotransmetteurs, la science ne peut capturer l'expérience subjective complète. On observe les corrélats, on mesure les signaux, mais l'essence de la conscience, ce qu'elle vit, cela échappe à tout appareil. La question finale. À la fin, nous nous retrouvons face à une idée vertigineuse. Et si la conscience humaine était immortelle? Et si la mort n'était qu'un passage, une transition dans un univers où le temps et l'espace sont relatifs? Ce que nous appelons la fin pourrait être un début que nous ne comprenons pas encore. Clôture émotionnelle. Ce documentaire ne prétend pas répondre. Il ne promet aucune certitude. Mais il nous invite à réfléchir. À la vie que nous vivons. À l'expérience de chaque instant. À la fragilité de notre corps et à l'énigme de notre esprit. Et si la mort n'est pas la fin, alors peut-être que chaque seconde compte plus que nous ne l'avions jamais imaginé. Si vous aimez comprendre ce que la science-fiction invente et ce que la chimie permet réellement, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Merci.